Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre émission Art et Culture où nous vous faisons découvrir différents savoir-faire et compétences. Pour commencer cette émission, nous allons commencer avec notre portrait du jour. Il s'agit de Zenix, de son vrai nom, Dienaba Sidibé. Elle nous fait part de son parcours. C'est une graffeuse et une slameuse. Regardons. Je m'appelle Dienaba Sidibé, alias Zenix LFDM, artiste slameuse, graffeuse, première femme graffiti artiste professionnelle au Sénégal. Alors, je fais du graffiti. Le graffiti, c'est un art de rue, c'est un art mural, c'est un des piliers du hip-hop, un des 4 piliers. C'est le premier pilier visuel du mouvement hip-hop. Donc, ce que je fais, c'est de sortir, d'aller sur les murs, de m'exprimer, de faire des fresques, de faire des graphes en laissant parler des messages qui font sens pour moi. Quand j'étais plus jeune, j'aimais être en contact avec la peinture. Donc, j'avais déjà commencé à peindre, genre, en gros, sans passer par les beaux-arts. Donc, j'ai été autodidacte. Donc, jusqu'au jour où j'ai découvert le graffiti à la télé. Donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé et que des amis m'ont dit que, écoute, à Africulture Urban, tu peux apprendre à faire du graffiti avec Graphix, qui est le graffeur maison. Donc, je parle d'une histoire qui se passe en fin 2007. Donc, arrivé à Africulture Urban à Pikine avec les Matadors, les Omar, les Salengari et tout, Graphix, j'ai été accueillie et j'ai commencé à apprendre à faire du graffiti avec Graphix. Puis, j'ai commencé à me pencher sur le hip-hop. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus au mouvement hip-hop, à aller découvrir ce que sont les autres piliers. C'est quoi cette culture? Parce que c'est important aussi quand on plonge dans un monde, c'est d'essayer d'abord de comprendre c'est quoi ce monde. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui va nous attendre. Donc, qu'est-ce qu'on représente? Ce sera quoi les idéologies que nous devrons épouser? Pourquoi? Comment? Donc, c'est un peu ça. Première femme graffeuse, comment on s'est perçu? C'était dans mes débuts, c'était pas très fun parce que voilà, devant un mur où on pouvait être une quinzaine d'artistes, où j'étais la seule femme, tout le reste c'était des hommes. Quand les hommes avaient droit à c'est nice bro, c'était des compliments pour eux, c'était des encouragements, c'était on leur montrait carrément qu'ils faisaient du bon boulot, alors qu'arrivé à moi, c'était des questions. C'est des points d'interrogation. Waouh, c'est une fille qui fait du graphe, une fille qui peint. Ou bien parfois c'était non, on ne tient pas comme ça un pinceau. Non, attends, je vais t'apprendre à peindre. Donc c'était lourd. C'était lourd et à un moment donné, je me suis posé la question, mais réellement, si c'est comme ça, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est ma place? Donc, je me suis longtemps interrogée sur ma place au sein des hommes dans ce milieu, dans un milieu qui est très masculin. C'était pas évident. Mais après, j'ai compris qu'il fallait un mental d'acier pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas les choses d'une certaine manière positive, ça ne va pas marcher. Donc, on peut lâcher très vite, on peut très vite laisser tomber, on peut très vite lâcher prise et passer à autre chose et ne pas finalement réaliser ses rêves parce que tout simplement, il y a les autres. Comme disait l'autre, l'enfer c'est les autres. Et il a fallu à un certain moment que je me dise, écoute, Zenix, tu es dans une société qui est très taquine, où les gens aiment taquiner les gens, aiment dire des choses qu'ils ne pensent pas réellement. Et souvent, c'est comme ça, on se dit des choses, on se parle dans la rue sans se connaître, on discute sans se connaître. Et je me suis dit que c'était ça. Donc, j'ai pris les choses d'une manière positive. Je me suis dit que, voilà, l'inconnu peut faire peur. Donc, tant qu'à continuer à avancer, à leur montrer et à prouver que c'est possible, surtout aux jeunes filles qui voudraient prendre mon exemple et faire comme moi des choses dites impossibles parce que on est femme.
Le tag fait partie du graffiti. Donc, le tag, c'est, si on veut, c'est l'écriture rapide que tu peux voir sur les murs. Donc, ça fait partie du graphe. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la fresque. Il y a les lettrages. Donc, les lettrages, c'est aussi différents styles. On a le bubble style, on a le black letters, on a le wild style, on a les cartoons, on a la fresque. Donc, c'est très large, c'est très diversifié. Et voilà, donc la différence, c'est juste ça. C'est que là, c'est une écriture rapide, mais ça fait partie du graffiti. À la base, c'est juste avec des sprays, mais on peut aussi utiliser de la peinture, comme on peut utiliser des Posca, tout comme on peut utiliser voilà, d'autres types de peinture. Alors, c'est très diversifié. Aujourd'hui, on voit qu'il y a même d'autres styles qui sont sortis où on a besoin de plus de spray, plus que d'un spray pour pouvoir aller jusque là-bas. On va jusqu'au choix des caps, parce qu'il y a aussi les différentes capsules. Il n'y a pas que les mediums, on a les skinny, on a les fat cap, on a les astro. Et voilà. Alors en mur, ça dépend. Ça peut être quelque chose de freestyle qui peut aller de 1 heure de temps jusqu'à 10 jours. Ça dépend de la taille de la fresque, ça dépend du contenu, ça dépend du mur, ça dépend des détails. Alors oui, je pense que tous les graffeurs sont engagés. Je pense que même les artistes plasticiens sont aussi engagés, parce que tout artiste qui se dit être artiste, c'est parce qu'il a quelque chose à dire, c'est parce qu'il a besoin de s'exprimer. Donc cette forme d'expression est un engagement. Donc cet engagement-là, cela peut aussi dépendre de la cible. Cela aussi peut dépendre de notre idéologie, ça dépend du contexte. Les gens peuvent être ou ne pas être d'accord avec notre style d'engagement, mais nous sommes tous engagés. Je défends des causes qui font sens pour moi. Donc, c'est souvent les droits des femmes, c'est souvent les droits des enfants, c'est souvent l'environnement, des choses comme ça. Le graffiti est une culture importée, c'est-à-dire que le hip-hop est une culture importée, donc dans le graffiti. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on importe une culture qui n'est pas la nôtre, mais dans laquelle on se voit, on est obligé de la tropicaliser. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le graffiti, qui a été tropicalisé, ou dans les débuts des années 80, comme vous disiez, c'était venu en même temps avec le mouvement Setsetal. C'est-à-dire, il fallait aussi qu'on montre que avec cette forme d'art, il y a du positif. On peut parler aux populations, pour les populations, aux côtés des populations. C'était de nettoyer, c'était de dire que d'arrêter de l'insalubrité, c'était de passer des messages. Alors, je pense que c'est un héritage qui nous a suivis, en tout cas jusqu'à la nouvelle génération, jusqu'à aujourd'hui, où on ne peut pas faire de graffiti tout simplement en posant notre blaze. Donc, si vous allez aux États-Unis ou bien en Europe, vous allez trouver qu'il y a parfois même des brigades spéciales qui sont formées pour arrêter les graffeurs. Alors que ici, c'est la question qu'on nous pose souvent: comment ça se fait que vous soyez autant à l'aise, vous soyez aussi à l'aise pour aller faire vos graphes? C'est tout simplement les contextes qui diffèrent. Parce que vous n'allez jamais voir un graffeur sénégalais ou bien africain, en tout cas, aller poser son blaze juste sur un mur. Parce que les priorités diffèrent. Parce que un artiste qui se dit engagé, qui prend son spray, vu encore le coût du matériel, qui va sur un mur et qu'il a envie de s'exprimer, c'est pas juste pour dire que, écoute, je m'appelle tel et voilà quoi. J'arrive à poser ça sur des endroits où voilà, les autres crews n'arriveront pas. Non, c'est plutôt un aspect social, c'est plutôt quelque chose de très engagé, qui fait que les messages de par-ci et par-là sont positifs, les messages de par-ci par-là parlent aux populations, aux côtés des populations et pour les populations. Donc il y a aussi le fait que il y a par exemple, quand nous allons dans un quartier pour faire un graphe et qu'on trouve que le mur, il y a peut-être des populations qui ont jeté des ordures ou bien beaucoup d'insalubrité, rien que le fait de venir nettoyer ce mur-là, poser une couche de peinture de couleurs différentes, ça fait que
les populations commencent déjà à s'interroger. Ils commencent déjà à adopter l'attitude positive envers nous en se disant exactement. Et au fur et à mesure qu'il y a, la création, quand ils voient le processus de création et qu'ils viennent vers nous pour poser des questions, qu'est-ce que vous faites? Non, nous on vient vous lancer un message pour vous dire que voilà, les choses sont possibles, on peut réussir ici et des choses comme ça, ou bien éviter l'insalubrité, ou bien c'est des messages qui portent sur des maladies. Vous voyez qu'il y a une appropriation locale de la chose. Après, ce sont ces mêmes gens des quartiers-là qui font en sorte que ce graphe reste. Ils n'y touchent pas, ils ne veulent pas qu'on y touche et limite, ils en prennent même soin. Donc, il y a une grande différence, c'est vrai, entre le graphe ici et le graphe d'ailleurs parce que, voilà, on réépouse nos cultures, on réépouse nos réalités sociales, culturelles, religieuses pour pouvoir mener à bien aussi cette mission qui nous a été confiée. Le hip-hop, c'est mon premier amour. Le hip-hop, c'est mon grand amour. Alors, le hip-hop, ce qu'il représente pour moi, c'est quand je suis seule dans ma chambre et que je me pose la question, si je n'avais pas été dans ce mouvement, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que depuis petite, je me pose la question, je me disais que je n'aimerais pas travailler dans un bureau où je dois être à 8 heures tapante dans le bureau, je dois arrêter à 16 heures et puis voilà, et des trucs comme ça. Moi, c'était toujours, j'ai toujours été un peu anticonformiste dans le genre. Je suis le genre de personne qui me dit, pourquoi est-ce que je vais manger à la fourchette? Parce que tout simplement, une personne s'est réveillée et a décidé qu'on devait manger à la fourchette. Donc, voilà, donc je suis anticonformiste dans le genre. Et je ne suis pas du genre à suivre les tendances. Je ne suis pas du genre à faire un peu comme tout le monde. Je suis très spéciale dans mon genre. Et voilà. Donc le hip-hop, c'est ma vie. Le hip-hop, ça représente en tout cas énormément de choses parce que c'est le moyen qui m'a permis de m'exprimer et d'arriver jusqu'ici. Le mot de fin, c'est toujours un message que j'aime lancer aux jeunes, que j'aime lancer un peu à tout le monde. C'est de dire que les choses sont possibles. On peut faire les choses et que on a le droit de tomber, mais on a le devoir de se relever de nos chutes. C'est-à-dire que il faut qu'on évite de se faire un peu trop protéger, surtout aux parents qui protègent un peu trop leurs enfants. Donc la surprotection, c'est dangereux pour les enfants. Donc les jeunes, ils ont le droit de faire des erreurs, d'aller essayer, d'échouer et d'apprendre de leurs erreurs pour aller de l'avant. Donc voilà, les choses sont possibles. Pour notre biographie du jour, nous allons parler de Felwine Sarr, écrivain, économiste et musicien sénégalais. Il écrit en 2018 un rapport sur la restitution du patrimoine africain. Regardons. Felwine Sarr est le fils d'une mère sérère et d'un militaire qui participe à l'opération Fodé Kaba I4 en Gambie en 1980. La famille compte 8 enfants, dont plusieurs artistes comme la musicienne et poète Nima Sarr. Il grandit à Strasbourg, Kaolack, Tambacounda et Dakar. Après des études primaires et secondaires au Sénégal, il poursuit ses études supérieures à l'université d'Orléans où il obtient un doctorat en économie en 2006. Agrégé des universités et professeur titulaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, il enseigne pendant 13 ans de 2007 à 2020 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Ses cours et travaux académiques portent sur les politiques économiques, l'économie du développement, l'économétrie, l'épistémologie et l'histoire des idées religieuses. En 2010, il est lauréat du prix Abdoulaye Fadiga pour la recherche économique. En 2011, il devient doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et directeur de la nouvelle unité de formation et recherche des civilisations, religions, arts et communication de l'UGB. Il rejoint ensuite Duke University aux États-Unis pour y enseigner dès l'automne 2020 la philosophie africaine contemporaine et diasporique. Il participe à Devoir de résistance qui dénonçait le troisième mandat de l'ex-président Abdoulaye Wade et est favorable à l'abandon du franc CFA. En mars 2018,
Il se voit également confier par la présidence de la République française une mission d'étude avec l'universitaire et historienne de l'art Bénédicte Savoy de la question des restitutions temporaires ou définitives aux pays d'origine du patrimoine africain rapportés dans des institutions culturelles françaises pendant la période de la colonisation. Lors de la remise du rapport le 23 novembre 2018, Emmanuel Macron annonce la restitution prochaine des 26 œuvres au Bénin. Felwine Sarr estime que ce geste a une forte valeur symbolique pour de nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Ce que les sociétés africaines réclament, c'est un acte de considération. L'espace artistique est un espace symbolique, un espace tectonique. Si cet espace se met en mouvement, ça déborde sur les autres lieux de la relation. L'art est un levier pour le reste, dit-il. Cependant, on reproche aussi aux deux rédacteurs du rapport de ne pas être spécialistes de l'art africain et de la colonisation et de n'avoir sollicité pour l'écrire que des amis experts, selon leur propre dire. Felwine Sarr reconnaît lui-même ne pas bien connaître le sujet. L'historien de l'art africain Bertrand Goy rappelle pour sa part que l'extrême majorité des œuvres arrivant en Europe ne sont pas issus de pillage mais de commerce, alors que de nombreux conservateurs de musées rappellent que les vols artistiques ont aussi été internes à l'Afrique sans provoquer les mêmes débats entre musées du continent. Les très mauvaises conditions de conservation dans certains musées africains sont enfin pointées du doigt, tout comme le précédent du musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren en Belgique, qui avait restitué 114 œuvres au Congo dans les années 70 à 80, dont il ne reste que 21 exemplaires en 2018, la plupart ayant depuis été volés ou revendus dans l'illégalité. Dans la continuité des observations qu'il dresse sur une éventuelle restitution des œuvres acquises durant la période coloniale, il affirme en février 2019 qu'il existe en France un lobby anti-restitution. Ce rapport et sa mise en œuvre partielle par une loi promulguée fin 2020 valent à Felwine Sarr et Bénédicte Savoy d'être classés au 3e rang en 2020 dans le classement annuel des personnes les plus influentes dans le monde de l'art international établi par Art Review. Avec les écrivains sénégalais Boubacar Boris Diop et Nafissatou Dia, il est le cofondateur de la maison d'édition Jim San et repreneur en juillet 2013 de la librairie Athéna à Dakar. Il a écrit 13 ouvrages et a publié à ce jour 3 albums musicaux. Nous passons maintenant à notre coup de cœur du jour. Il s'agit d'un coup de cœur gastronomique. Il s'agit du tchérébassé qui est un plat composé de couscous 2000 communément mangé pendant la Tamkharit ou Ashura. Regardons. Jour de jeûne facultatif, la Tamkharit qui marque le début de l'année musulmane est une occasion de prière avec ferveur, de festin avec le tchérébassé, mais aussi et surtout de carnaval avec le Tadjebon qui constitue un grand moment d'évasion. Cette fête est essentiellement culturelle à travers les pratiques inspirées des us et coutumes du prophète Mohammed. À côté de l'aspect coutumier, il y a un autre aspect très important pour les femmes, à savoir la préparation du tchérébassé, plat recommandé à cette fin. C'est un plat à base de couscous de mil enrichi de petites boulettes de viande, de raisins secs, de haricots blancs avec une sauce tomate à la viande. On tue des bœufs dans les quartiers et chaque famille prend sa part pour préparer un bon couscous, ce repas qui doit être prêt le plus tôt possible et distribué en partie aux voisins et amis. Il est recommandé durant ce festin de manger autant que possible de tchéré. En fait, selon la coutume, celui qui ne s'est pas rassasié en cette occasion ne le sera jamais pour le restant de la nouvelle année qui pointe. La gourmandise est de fait érigée en principe, une façon de déguiser les appétits et d'inciter les gens à se donner à cœur joie au tchéré. Les membres de la famille dans chaque concession mangent au milieu de la maison. Après le repas, on fait un tas de sable là où était posé le bol. À tour de rôle, chaque membre de la famille soulève le bol qu'il laisse tomber plusieurs fois sur le tas de sable en formulant ses souhaits. Après cela, une poignée de couscous est posée sur le bol qui reste renversé. Le lendemain matin, le couscous est mélangé avec de l'eau, une bague en argent et une pierre noire. Toute la famille doit se laver la figure avec ce mélange. Cela permet, selon la tradition, de ne pas avoir la conjonctivite durant toute l'année nouvelle. On évite aussi que le couscous touche au nouveau-né car cela leur donnerait des boutons sur le corps. Les jeunes, pour leur part, mettent plus l'accent sur une autre dimension de la tradition, le Tadjabon. Les garçons se déguisent en filles et les filles en garçons. Ils parcourent les rues en chantant et en dansant, font le tour des maisons pour demander des étrennes et reçoivent en contrepartie des denrées ou de l'argent. Après une soirée remplie, c'est la matinée des prières dans les mosquées et certaines maisons. Des versets sont prononcés par les imams et répétés en chœur par les fidèles. Ces versets chassent le mauvais sort, implorent le pardon et procurent une longévité. En définitive, le nouvel an musulman, qui est une occasion pour passer un bon moment en famille, porte l'empreinte de grandes festivités, mais aussi et surtout d'une période d'émulation dans la préparation du tchérébassé.
Au Sénégal, on mange du couscous le jour J. C'est une tradition qui ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être c'est dû à la cultivation du mil dans le pays et son accessibilité aussi. Je ne sais pas si c'est recommandé par la religion ou pas, comme la tabaski où la religion nous impose d'égorger un mouton. En tout cas, le mil a une particularité. Je vends du couscous. Parfois, je fais des commandes un peu partout parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes mariées ne savent pas faire le couscous. Je ne sais pas si c'est par paresse ou manque de temps. La préparation, ça demande du temps aussi. Donc, elles préfèrent acheter le couscous et une fois chez elles, elles ne cuisinent que la sauce. Il est recommandé de faire des prières le jour J et le lendemain, mais les jeunes sont un peu plus dans le divertissement. Le jour de la Tamkharit, il est recommandé de faire des prières le jour J et le lendemain, mais les jeunes sont un peu plus dans le divertissement. Les hommes qui portent des habits de femmes et les femmes des habits d'hommes. Il y a même une chanson qu'ils font appeler Tadjabon. Mais tout cela n'est pas recommandé par la religion. La Tamkharit est une grande fête chez les musulmans. Notre émission touche à sa fin, mais avant, nous allons vous présenter l'agenda culturel. Nous vous faisons découvrir les événements à ne pas rater. Regardons. Le film original Saloum est sorti le 5 août 2022 à Dakar. Le film écrit et réalisé par Jean-Luc Herbulot était sorti au Festival international du film de Toronto 2021 avant de jouer au Fantastic Fest 2021, au Festival international du film de la Mer Rouge, au Festival de Sydney et au Vancouver 2021, Festival international du cinéma. À la jeunesse du film, il y avait un besoin viscéral pour la productrice Pamela Diop de mettre en image sa région d'origine au Sénégal, le Saloum, et de la faire découvrir au plan mondial à travers le cinéma. C'est vrai que c'est très carte postale parce que je pense que c'est le fruit de la frustration. Hein. Franchement, à chaque fois que j'allais là-bas, je me disais mais c'est pas possible, même en regardant sur le paysage, quand on est en train d'aller sur les îles, que ce soit sur la pirogue ou quand on est en voiture, on a vraiment l'impression d'être dans un film. Il suffit de mettre la musique, on a l'impression d'être dans un film. Et c'était vraiment facile. Moi, j'ai l'impression que sur le film, le Saloum, c'est la moitié du film. En effet, Saloum est co-construit, co-financé avec le réalisateur, les acteurs et les techniciens jour après jour pendant 5 semaines consécutives. C'était une aventure épique d'un groupe vivant hors du confort de leurs maisons respectives et loin de leurs proches, à l'image des héros mercenaires du long métrage. Alors déjà, le film ça a été fait sans budget. Très compliqué. Très compliqué, on l'a fait sans budget. C'était hyper compliqué, dans des conditions terribles. Mais on a aimé faire ce film parce que le scénario nous a parlé. Et en tant qu'acteur, c'est challenging de faire des productions comme ça parce que tu as une vision, tu te dis que ce projet, il va aller loin. Parce que quand tu dures un peu dans le milieu, il y a des productions, même si on ne te paye pas, tu les fais parce que tu sais que ça va t'apporter plus que ce qu'on te paye. Et c'était très dur, hein, Salou. Je veux le dire, c'était très dur. Pamela, si tu m'entends, tu nous as mis dans des conditions terribles. Mais on a aimé être dans des conditions terribles. Ouais, c'est ça. Avec peu de moyens, on peut faire de très bonnes choses. Et quand on fait de très bonnes choses, les gens sont attirés par la qualité du travail que vous faites et ils sont prêts à mettre des milliards. Il n'y a pas de secret. Pari risqué mais pari gagnant car en effet le film apparaît dans plusieurs festivals à travers le monde. Le film décroche par la suite une vingtaine de sélections dans de grandes rencontres internationales du 7e art, aux États-Unis, au Brésil, en Suède, en France, en Australie, en Arabie Saoudite, en Espagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Taïwan, en Turquie, en Inde, etc. Saloum suit 3 légendaires mercenaires, les Hyènes de Bangui, qui fuient un coup d'État en Guinée-Bissau. Avec leur magot et un baron de la drogue en otage, ils sont contraints de se réfugier et de faire profil bas dans le Saloum, une région mystique du Sénégal où des forces ancestrales vont se déchaîner sur eux. Non, l'Afrique anglophone est beaucoup plus africaine que l'Afrique francophone. Nous, ils sont venus, ils nous ont assimilés. Vous voyez le mot comme il est fort. Bon, heureusement, pour le moment, les gens sont en train de se libérer de ces carcans qu'on a bien préfabriqués, où on nous a encastrés. Et heureusement que ça sort. Bon, maintenant, on a des médiums comme le cinéma, qui sont des moyens très forts, des armes de destruction massive contre ces gens-là qui veulent nous enchaîner. Et je crois que là, nous avons donné l'exemple qu'il faut raconter des histoires africaines, racontées par les Africains et montrer nos réalités, quoi. Toutes ces choses qu'on raconte, cette tradition, cette culture, etc., on est né avec, on grandit avec. Et c'est des choses qu'on trouve ici, qu'on ne peut pas dissocier. C'est pas possible, on vit avec. Et nous, c'est bien de les raconter à travers nos films, mais subtilement. Parce que, voilà, pas les mettre en avant du sens que oui, en Afrique, on n'a que ça. Non, on n'a pas que ça.
D'accord? C'est quelque chose, c'est des choses qui font partie de notre vécu et on ose les raconter, on les met à l'écran pour que les gens le voient. Voilà. Avec un casting sénégalais et un décor montrant la beauté de la région, Saloum est une combinaison audacieuse d'horreur, de thriller, de vengeance et de folklore africain qui va complètement changer le regard sur le cinéma du continent. Un avenir radieux. Je t'assure, on vient de commencer, on ne vient que de commencer de conquérir le monde. Et l'avenir du cinéma mondial et africain, parce qu'on a encore rien raconté. On a des milliards d'histoires et de très belles histoires à raconter. Je suis vraiment partie sur un constat qu'il fallait partir soi-même et montrer d'abord avant d'aller demander. Donc c'est vrai que le premier truc que j'ai fait, c'est prendre vraiment de l'argent de pub, de ceci, de cela, de films institutionnels. Pendant le tournage de Saloum, j'ai fait en même temps à Dakar 39 vidéos sur les préventions de santé. Pour dire, c'était vraiment en même temps. Mais ça a permis en fait d'avoir un premier jet et d'avoir un premier montage. Et avec ce premier montage, d'aller voir en fait des financiers, d'autres producteurs et de leur dire allons-y, financez le reste. Et là, on fait des contrats. Donc je pense que ça reste c'est un modèle intéressant pour nous aujourd'hui en Afrique de démarrer, peut-être que ça soit un court-métrage ou que ça soit un premier montage ou quoi que ce soit, mais de pas forcément démarrer que sur scénario parce que c'est là où c'est dur de convaincre. La 4e édition du Dialawali Festival de Dagana aura lieu du 5 au 7 août 2022 à Dagana. Rendez-vous annuel qui se veut être le rassemblement de toutes les cultures du Walo. L'événement se passera à la place de Nder où des spectacles sont prévus pour rendre visible la diversité culturelle dont regorge Dagana en valorisant la culture du Walo. Les ethnies Wolof, Peul, Mor, Bombados, entre autres, vivent au Walo dans une parfaite harmonie avec une particularité pour chacune d'elles, ce qui constitue le charme et la richesse culturelle de cette zone du Sénégal, riche en histoire, explique l'artiste-chanteur Moustapha Naham. Initiateur de l'événement, le chanteur et compositeur sénégalais basé en France depuis quelques années informe que l'artiste Yoro Ndiaye, parrain de l'édition 2019, cède de la place à Woz Kali et aux frères Guissé qui deviennent ainsi les parrains de l'édition 2022. Organisé par l'association Dialawali, le festival est devenu un point de convergence pour tout le Walo. La première édition de l'Afro-Dance Roller organisée par un pionnier du roller sénégalais aura lieu du 12 au 13 août 2022 au Centre culturel Blaise Senghor. Le 12 août à partir de 15h30, des panels seront organisés pour rappeler l'histoire de cette discipline, de la naissance en passant par le genre et l'avenir. Un entraînement géant sera ensuite organisé le jour suivant de tous les clubs de roller et skate présents, suivi d'un spectacle Afro-Dance Roller. La culture et les sports urbains partageront la scène à travers la danse, un événement qui promet l'avenir du roller au Sénégal. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.